Bienvenue dans le cours de physique 2. Nous voici arrivés au terme de ce cours, donc la 25e leçon, que nous allons consacrer à regarder quelques exemples et quelques applications des principes et des lois que nous avons développés dans le cadre de ce cours. Donc voici le plan de la leçon. Donc la première partie que nous verrons, ce sera une application qui concerne un dispositif pour mesurer les charges électriques que nous appelons électroscope. On verra ensuite l'exemple du condensateur plan, un des composants les plus utilisés en électronique. Ensuite, nous regardons également quelque chose qui s'appelle les bobines de Helmholtz, un dispositif qui permet de créer du champ magnétique. Nous abordons également le transformateur. Nous regarderons un effet des plus importants dans les circuits électriques, en particulier lorsqu'on travaille à haute fréquence, ce qu'on appelle l'effet de Pau. Et puis nous finirons la leçon par l'aspect circuit électrique. Donc nous allons commencer par regarder l'exemple de l'électroscope. L'électroscope, c'est un dispositif qui permet de mesurer la quantité de charge électrique. Il s'appuie principalement sur l'utilisation de la loi de Coulomb. Donc vous avez un schéma qui est assez simplifié de ce dispositif. D'abord nous avons une enceinte qui est métallique dans ce cas-là, mais qui peut être métallique ou isolante selon les cas. Ensuite, à l'intérieur, nous avons un élément qui est également conducteur, qui va en fait finalement recevoir la charge électrique. Et ce qui est important, c'est que cet élément conducteur est séparé par un isolant de l'ensemble du dispositif. À quoi peut ressembler un dispositif? Vous avez ici quelque chose qui ressemble de près à un électroscope, même s'il est simplifié. Donc on reconnaît la tige métallique que nous avons au centre est donc terminée par deux lames qui sont des feuilles qui sont assez fines généralement. Et puis l'ensemble est entouré par un ensemble diélectrique. Donc on retrouve l'aspect conducteur que nous avons évoqué tout à l'heure et également l'aspect isolant qui permet de séparer la partie conductrice de la partie isolante. Alors, dans le principe de fonctionnement de l'électroscope, on suppose que nous avons donc le dispositif et on va amener une quantité de charge qu'on souhaite mesurer. Donc cette charge va se déposer sur ce conducteur que nous avons donc au centre du dispositif et elle va s'écouler en particulier grâce à ce que nous avons vu en électrostatique qui est l'effet de pointe, qui permet donc de concentrer les charges aux endroits où les rayons de courbure sont les plus petits. Et donc les deux feuilles métalliques que nous avons vues tout à l'heure vont s'écarter sous l'influence donc ces deux feuilles vont se charger électriquement avec la même charge que nous avons ici, donc ce qui va donner naissance à une force de répulsion et donc un angle d'écartement. Ensuite, en connaissant la relation entre l'angle d'écartement et la quantité de charge, on peut accéder comme ça à la mesure de la charge électrique. Alors l'électroscope est un des dispositifs qui a été le plus utilisé pour mesurer la charge électrique. Bien, donc maintenant nous allons regarder le deuxième point qui est cette fois-ci l'exemple du condensateur et on va regarder plus spécifiquement ce qu'on appelle le condensateur plan. Donc le condensateur, nous l'avons déjà vu dans les cours d'électrostatique. Pour comprendre les relations qui vont être développées pour déterminer les propriétés du condensateur, on va commencer par considérer le champ créé par un plan chargé. On va considérer qu'on a un plan qui est uniformément chargé, tel que celui qui est représenté ici. Donc c'est cette partie-là. Donc on a une densité de charge sigma qui est uniforme sur tout le plan. Et donc on a déjà montré, en utilisant le théorème de Gauss en particulier, qu'il va y avoir la création d'un champ électrique de part et d'autre de ce plan-là, donc un champ supérieur et un champ inférieur. Alors pour calculer ce champ-là, il suffit simplement d'appliquer le théorème de Gauss, de calculer le flux donc sur un volume
entouré par une surface fermée, donc le flux passant à travers cette surface. Donc les propriétés de symétrie ici, nous l'avons déjà vu dans le cours d'électrostatique, montrer que le champ électrique a une seule orientation qui est perpendiculaire au plan conducteur. Donc on va avoir une composante du champ électrique ici. On comprend que physiquement, par symétrie, on va avoir exactement la même composante orientée dans l'autre sens de l'autre côté. Donc si nous imaginons maintenant un cylindre de base delta S, si on calcule le flux, on va avoir le champ supérieur multiplié par la surface de la base supérieure, plus le champ inférieur multiplié par la surface de plan inférieur. Donc les propriétés de symétrie montrent que E supérieur et E inférieur sont simplement inversés en signe, au sens vecteur, donc ils ont le même module. La surface supérieure et la surface inférieure sont aussi de même module, mais inversés au sens des surfaces en signe. Lorsque nous ajoutons tout ça, on trouve que le flux est égal à 2 fois la valeur du champ multiplié par delta S est égal, en vertu du théorème de Gauss, l'ensemble des charges qui est à l'intérieur, c'est-à-dire sigma fois delta S, divisé par epsilon 0. Et donc ceci nous permet de calculer la valeur du champ électrique. E égale sigma sur 2 epsilon 0. Alors nous avons également besoin de calculer le potentiel. Nous avons vu que le potentiel s'exprimait en fonction de champ par une relation que je vous rappelle, E est égal à moins gradient de V. Donc on applique simplement cette relation et on voit que le potentiel s'obtient simplement en intégrant cette quantité-là par rapport à la position Z, l'axe Z étant l'axe perpendiculaire à ce plan-là, et on obtient une relation qui est moins sigma sur 2 epsilon 0 fois Z, plus une certaine constante, puisque le potentiel est toujours défini à une constante près. Pour constituer maintenant le condensateur, on va mettre 2 plans métalliques, exactement identiques au premier, sauf qu'on va mettre une charge plus sigma sur l'un et moins sigma sur l'autre. En appliquant le principe de superposition, donc on va se rendre compte que le champ total dans chaque région, puisque nous pouvons identifier 3 régions dans cette structure-là, une région supérieure, une région inférieure et puis une région intermédiaire. Donc si on prend ce plan-là, il va créer un champ supérieur qui est orienté comme ça et un champ inférieur qui serait le même sur les 2 régions restantes. Par contre, si on prend le plan inférieur qui est donc chargé avec une quantité différente, donc moins sigma dans notre cas, on va avoir un champ inférieur qui est comme ça et un champ supérieur qui est orienté comme ceci. Alors les orientations sont simplement différentes parce que nous avons une quantité plus sigma sur le premier plan et une quantité moins sigma sur le deuxième plan. Donc tout ceci nous amène à calculer le champ électrique entre les 2 armatures, ou les 2 plans, qu'on appellera tout à l'heure armature. Donc il est facile de montrer que la superposition donne une valeur de cette nature-là. Et donc cette expression-là donnerait le champ entre les 2 électrodes à cette valeur sigma sur epsilon 0, puisque c'est la contribution des 2 parties que nous avons vu tout à l'heure, sigma sur 2 epsilon 0 étant l'une des amplitudes du champ, soit le champ supérieur, soit le champ inférieur. On déduit également le potentiel, simplement comme tout à l'heure en intégrant cette relation-là, donc on va obtenir moins sigma sur epsilon 0z plus une constante. Bien, maintenant nous avons tous les éléments qui vont nous permettre de calculer le coefficient de capacité ou la capacité de ce condensateur. Donc il faut d'abord délimiter une surface que nous avons appelée S. Donc on suppose que l'armature supérieure et l'armature inférieure ont une surface qui est la même, qui est égale à S. La densité de charge, c'est sigma. Donc la quantité de charge est égale à Q. On exprime le potentiel comme le potentiel sur le plan supérieur moins le potentiel sur le plan inférieur. C'est ce qui est indiqué VE moins VO. Donc en faisant la relation, il est facile de montrer que c'est sigma 0 multiplié par epsilon 0, multiplié par sigma, multiplié par l'épaisseur ou la distance entre les 2 armatures. Donc on rappelle l'expression qui permet de calculer la capacité du condensateur, à savoir Q égale C fois V, et donc il suffit simplement cette fois-ci d'exprimer à partir de ces 2 relations-là le coefficient C qui est la capacité du condensateur, epsilon 0, S sur E.
Voici un exemple qui illustre de manière assez simple comment on peut utiliser les lois que nous avons développées dans l'électrostatique, à savoir le théorème de Gauss, la loi entre le champ électrique et le potentiel pour trouver la capacité d'un condensateur. Lorsqu'on utilise de condensateurs, souvent on est amené à faire des associations. Donc il y a principalement deux types d'associations. Il y a ce qu'on appelle des associations série. Donc dans ce cas-là, on va mettre les condensateurs en série. Donc on voit tout de suite que si on apporte une charge plus Q, par influence on va créer une charge moins Q, qui elle-même va créer une charge plus Q, et ça sera vrai sur toutes les capacités que nous avons qui sont mises en série de cette manière-là. Donc tout ça, on peut montrer qu'il est équivalent d'un point de vue utilisateur à un seul condensateur situé entre les points A et B. Donc c'est ce qu'on schématise par cette partie-là. Et qu'est-ce qui va apparaître dans son condensateur-là? Une fois encore, la quantité de charge Q que nous avons là, et sur l'autre armature, évidemment, la même quantité de charge. Donc tout ça, ça va être, la partie intérieure ici, ne va pas être, elle va être transparente pour l'utilisateur. Mais par contre, si on veut calculer la tension totale entre les points A et B, eh bien c'est la somme des tensions sur chacun des condensateurs, ce qui fait que je peux écrire la tension sous la forme d'une somme de 1 jusqu'à n. 1 étant le nombre de condensateurs multiplié par VI. Or, je sais que chaque VI est relié à la charge QI par la relation suivante, QI égale CI sur VI, et donc on voit tout de suite que eh bien, la capacité totale pour ce condensateur-là, 1 sur C, est égale à la somme des 1 sur CI. Le deuxième type d'association qu'on peut faire, c'est l'association en parallèle. Donc cette fois-ci, on va mettre tous les condensateurs en parallèle les uns par rapport aux autres. Donc cette fois-ci, on va avoir la charge Q qui va se distribuer sur tous les condensateurs. Par contre, on va avoir la même tension sur tous les condensateurs. Donc là aussi, d'un point de vue utilisateur, qu'est-ce qu'il va voir l'utilisateur? Uniquement les points A et B, et donc il va voir globalement un condensateur équivalent entre les points A et B. La charge totale Q serait la charge totale qui serait la somme de toutes les charges qu'on peut obtenir en sommant les différentes charges sur les différents condensateurs. Et donc là aussi, on écrit que la charge est égale à la somme des charges élémentaires. Donc on a toujours la relation QI égale CI fois V, ce qui permet donc d'exprimer la valeur C du condensateur total, à savoir les condensateurs en parallèle se somment de cette manière-là. C global est égal à la somme de toutes les capacités élémentaires. Bien, on continue sur cet exemple de condensateur. On va s'interroger sur l'énergie qu'on peut emmagasiner dans un condensateur. L'idée étant de dire, nous avons un condensateur qui est initialement non chargé, donc il n'y a pas de charge. Et on va se poser la question, quelle quantité d'énergie doit-on dépenser pour aboutir à une charge donnée qui est égale à Q dans ce cas-là. Donc à l'étape finale, on a Q égale CV. Et même, non pas à l'étape finale, en tout moment, on a la charge du condensateur Q est égale au potentiel multiplié par le coefficient de capacité. Donc on va supposer qu'on est dans un état intermédiaire où on a une charge Q et on va augmenter la valeur de cette charge en apportant une quantité de charge élémentaire que nous avons appelée D2Q. À ce moment-là, on se rend compte qu'il faut dépenser une quantité d'énergie qui est égale à V fois dQ. Donc ça, c'est ce que nous avons vu. La quantité d'énergie est égale au potentiel multiplié par la quantité de charge. Donc ça, c'est la variation de la quantité d'énergie. C'est l'énergie que je dépense pour venir donner une charge qui est égale à D2Q de plus pour le condensateur. Donc ça fait V fois D2Q. Si je me rappelle que j'ai une relation entre Q et V, donc je peux écrire que c'est Q sur C fois dQ. Et ensuite, pour trouver l'énergie totale, il suffit que j'intègre ça entre la première charge à l'état initial, c'est-à-dire Q égale 0, et la charge à l'état final, Q égale V. Vous voyez tout de suite que ça donne une intégration qui est très simple, est égale à CV2, CV carré sur 2, qui est cette fois-ci l'énergie emmagasinée dans un condensateur. Nous allons regarder maintenant un exemple très rapide qui concerne une application de la magnétostatique, qui concerne la création du champ magnétique, et c'est ce qu'on appelle les bobines de Helmholtz. Alors le principe de ces bobines-là repose sur le champ
magnétique créé par une boucle de courant. Donc, nous avons montré dans le cadre de la partie magnétostatique que lorsque nous avons une boucle de courant de rayon R est parcourue par un courant I, alors il y a création d'un champ magnétique, et ce champ magnétique était proportionnel au courant et inversement proportionnel au rayon, avec un coefficient de proportionnalité qui est mu0. Bien, nous allons appliquer ce principe-là, et pour obtenir ce qu'on appelle les bobines de Helmholtz, eh bien, on va utiliser 3 boucles, et non pas une seule. On imagine qu'on a un système cartésien, donc avec 3 axes, OX, Y et Z. Eh bien, on va mettre une boucle parallèle à la direction OX, une boucle parallèle à la perpendiculaire à la direction OY, et une boucle perpendiculaire à la direction OZ. Et on imagine qu'on peut injecter des courants sur chacune de ces boucles-là. Par exemple, si j'injecte un courant dans la boucle perpendiculaire à la direction X, eh bien, je vais obtenir un champ magnétique orienté dans la direction X. Donc, c'est cette boucle-là, en l'occurrence, qui est égale simplement à la relation de tout à l'heure, mu0 fois le courant divisé par 2 fois R. Maintenant, on voit tout de suite que si on se met au centre de ce système de 3 boucles, eh bien, il suffit simplement d'injecter un courant IY et un courant IZ. Chacun de ces courants va créer un champ magnétique, et on voit bien que si on est capable de faire varier le courant, eh bien, on peut obtenir un champ magnétique qu'on peut contrôler, dont on peut contrôler évidemment l'amplitude et l'orientation. On va regarder maintenant l'exemple du transformateur, qui est une application directe de ce que nous avons vu dans le cours de magnétostatique, et particulièrement l'aspect induction électromagnétique. Alors, qu'est-ce que c'est un transformateur? C'est simplement un dispositif schématisé de cette manière-là. Donc, on a un fer qui est un bon conducteur d'un point de vue magnétique, et puis on enroule sur ce fer-là donc une boucle d'un côté, excitée par un courant I1 et une tension U, et de l'autre côté, on enroule une deuxième boucle qui sera la boucle de sortie, si vous voulez, ou qui sera caractérisée par un courant I2 et une tension U2. Lorsque nous regardons la tension U1, il est facile de montrer que la tension U1 que nous avons ici, c'est égal à la chute de tension que nous avons dans la résistance associée à la boucle, plus la tension qui est en fait le défi sur dt et la force électrométrique qui est induite due à la variation du flux par rapport au temps. Donc on voit tout de suite qu'en particulier, si on a un courant constant, ce terme-là n'existe pas. Donc le flux dans ce circuit, en fait, il est composé de 2 parties. Il y a le flux d'auto-induction plus le flux induit par l'autre circuit. Donc tout ça, nous l'avons vu dans le cours de magnétostatique. Donc je peux dire que le flux Φ1, je peux le décomposer, ça Φ11 c'est le flux d'auto-induction, et donc c'est le flux, j'allais dire, créé par le circuit 1 sur lui-même, et le Φ12 qui est le flux créé par le circuit 2 sur le circuit 1. Donc on peut représenter L11 fois I1, donc le premier terme est proportionnel au courant I1, le deuxième terme est évidemment proportionnel au courant I2 qui passe dans le circuit 2. Donc la même chose pour le flux dans le deuxième bobinage, donc il s'écrit de manière tout à fait symétrique. Maintenant, on peut représenter l'ensemble du transformateur par ces 4 paramètres, L1, L2, donc c'est l'inductance du circuit 1, c'est l'inductance du circuit 2, il s'agit des inductances propres, et le M, c'est l'inductance mutuelle entre les circuits 1 et 2. Alors c'est ce qu'on appelle la matrice inductance des 2 circuits, et donc les termes L1 et L2 donc, sont des termes d'inductance propre, alors que M est un terme d'inductance mutuelle. On définit le coefficient de couplage entre les 2 circuits de la manière suivante, K égale M sur racine de L1, L2. Dans la pratique, dans un circuit, on essaye de s'arranger pour que le K soit le plus élevé possible, c'est-à-dire le plus proche de 1. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans le transformateur. Donc on va répéter ici la variation de flux dans le circuit 1 est égale à L11, la variation de courant, donc ça c'est la tension, la chute de tension dans l'inductance, due à l'inductance propre, plus la chute de tension due à l'inductance mutuelle, qui est évidemment proportionnelle au courant I2 cette fois-ci.
Donc si on considère qu'on a une résistance faible, donc négligeable devant le terme d2φ sur dt, alors on peut écrire que la tension dans le circuit 1 est égale à L11 dI1 sur dt, donc la dérivée du courant par rapport au temps, plus le terme M dI2 sur dt. De la même manière, pour la tension sur le circuit numéro 2, eh bien, on va trouver une expression qui est tout à fait similaire. On va retrouver le L de 2 D2I sur D2, donc venant de l'inductance propre, et ce terme-là venant de l'inductance mutuelle. Donc, il est facile de montrer cette fois-ci que la tension U2 et U1 sont reliées ensemble de cette manière-là. Donc, si on se met dans l'hypothèse où le coefficient K est égal à 1, donc cette expression se simplifie et on obtient un rapport U2 sur E1 qui est à peu près égal à M sur LL1. Alors, tout ça pour venir au fait que les termes LL1 et MM1 sont en fait proportionnels directement au nombre de spires, donc au nombre de tours dans chacune des bobines. Et donc, par voie de conséquence, le rapport des tensions est directement proportionnel au rapport des spires. Et donc, c'est l'opération vraiment de transformation. C'est comme ça qu'on amplifie, en quelque sorte, ou qu'on augmente la valeur d'une tension en faisant ce dispositif que nous appelons transformateur. Voilà, donc voici les deux exemples que je voulais vous présenter en ce qui concerne l'électrostatique et la magnétostatique. Nous allons maintenant pouvoir passer à des exemples sur les autres parties du cours. Et on va commencer par regarder ce qu'on appelle l'effet de Pau, qui est un effet physique qui est très présent dans les conducteurs. Donc pour comprendre ce que c'est, donc on va considérer que nous avons un condensateur qui est homogène, donc il y a une conductivité sigma et qui est dans son état normal électriquement neutre. Donc c'est-à-dire que la densité de charge à l'intérieur du conducteur est partout nulle, donc ρ égale 0. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet de Pau? Eh bien, d'un point de vue électromagnétisme, c'est l'étude de la pénétration, donc d'une manière générale, du champ électromagnétique, de manière particulière, du courant dans le conducteur. Pour essayer de regarder cet effet-là, on est amené quand même à revenir aux équations qui nous intéresse, à savoir la densité de courant que nous avons définie, comment évolue la densité de courant à l'intérieur du conducteur, le champ électrique également, et le champ magnétique. Donc ce sont les trois paramètres qui permettent de comprendre ce qui se passe au niveau de l'effet de Pau, et on ne va pas les faire dans n'importe quelle condition, on va les faire dans les conditions où nous avons un milieu caractérisé par une conductivité non nulle, très élevée pour ce qui nous concerne, et une quantité de charge, une densité de charge qui, elle, est nulle de partout. Donc, nous avons vu les équations de Maxwell, que je rappelle rapidement ici. Donc, la divergence de E égale 0, la relation entre le champ électrique et le champ magnétique, rotationnelle de E égale la variation du champ magnétique par rapport au temps, et enfin, la divergence de B égale 0. Ce sont ces trois équations qu'on est amené à utiliser. Donc, nous l'avons déjà vu en particulier dans la partie magnétostatique. On a déduit dans un conducteur que justement ces trois grandeurs, champ électrique, champ magnétique et densité de courant, en fait, obéissent à la même équation que je rappelle ici. Bon, elle est un peu plus compliquée à écrire, mais bon, c'est ça. Hein. Donc, c'est cette équation-là qui relie donc une dérivée spatiale laplacienne de l'une des trois quantités qu'on est en train d'étudier, soit la densité de courant, soit le champ électrique, soit le champ magnétique, moins mu0 fois sigma, sigma étant la conductivité du milieu qui nous intéresse, la dérivée par rapport au temps, et cette équation-là doit être équilibrée pour obtenir 0. Donc, étude de la pénétration, on va considérer que nous avons donc à l'interface de ce milieu-là, qui est un conducteur, donc un courant qui circule dans cette direction-là, Gx, et nous allons essayer de voir comment on varie en profondeur ce courant-là. Donc c'est-à-dire comment il évolue dans la direction en particulier Z. Donc on peut donner un rayon dans la surface supérieure du conducteur et une profondeur qui serait D dans la direction Z.
Eh bien, donc la structure, pour simplifier, serait considérée invariante selon x et y, donc ce qui permet de simplifier en fait la résolution de l'équation de tout à l'heure. Et donc à partir de ce moment-là, on peut écrire que la densité de courant, Jx, donc orientée dans ce sens-là, elle ne dépend que de la position, donc la profondeur, évidemment du temps, et on sait qu'en vertu de la loi d'Ohm, eh bien la densité de courant est égale au coefficient de conductivité multiplié par le champ électrique. Si on considère une variation particulière du champ électrique, donc une variation à une pulsation oméga, donc cette densité de courant va se mettre sous la forme uniquement une quantité qui dépend de la profondeur et une quantité qui décrit la variation temporelle. Alors en appliquant l'équation de tout à l'heure, donc on va écrire ce terme-là, donc la dérivée seconde par rapport à z, plus j mu 0 sigma oméga fois jz égale 0. Et lorsqu'on prend cette équation-là, ben on montre facilement que la solution de cette équation-là, elle est du type une constante multipliée par une fonction en exponentielle qui a une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle est égale à moins z sur delta et la partie imaginaire est égale à z sur delta. Ce qui nous reste, c'est surtout regarder l'amplitude de cette quantité-là. L'amplitude varie en exponentielle moins z sur delta. Donc on comprend que dès que z est non nul, z est nul à la surface z égale 0 correspond à la surface du conducteur, eh bien ce terme-là n'apporte pas d'atténuation. Par contre, dès que z est positif, on voit qu'il apporte une atténuation. Et la valeur particulière de delta ici, donc on voit tout de suite que pour z égale delta, eh bien le terme qui est ici, c'est-à-dire l'amplitude, serait a fois exponentielle moins 1, c'est-à-dire a divisé par e. Alors cette quantité, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur de peau, donc l'expression qu'on établit assez rapidement à partir des équations précédentes, c'est racine de 2 sur oméga mu 0 fois sigma. Vous voyez tout de suite que cette expression-là, qui est une épaisseur, elle dépend de oméga, donc plus on augmente oméga et plus la quantité delta diminue, c'est-à-dire que le courant pénètre moins dans le conducteur, et par voie de conséquence, ça va conduire également à une augmentation de la résistance apparente et de l'effet des pertes dues à l'effet Joule. On voit aussi l'effet de la conductivité, il est le même que l'effet de la pulsation, donc si on augmente la conductivité aussi, on va augmenter cet effet-là, c'est-à-dire que concrètement, on va diminuer l'épaisseur sur laquelle circule le courant. Alors on dit que le courant est sur la surface pelliculaire du conducteur. Alors pour fixer les idées, on va prendre l'exemple d'un matériau, par exemple le cuivre. La conductivité du cuivre, c'est 5,9 10 puissance 7. On va prendre à 50 Hz, donc fréquence très faible, qui correspond au courant électrique domestique, eh bien on trouve que le delta est égal à 9,3 mm. Donc c'est-à-dire qu'il est inutile de faire des câbles dont l'épaisseur est supérieure à cette quantité-là, parce que de toute façon, le courant ne dépassera pas cette quantité-là en pénétrant dans le conducteur. Si on monte à plus haute fréquence, à 1 MHz, vous voyez que la quantité delta est de 66 microns. Et si on monte encore en fréquence, on peut arriver à des fréquences de l'ordre du gigahertz, et bien à une profondeur qui fait quelques microns. Donc cela veut dire que c'est inutile de faire des conducteurs d'épaisseur plus élevée que ça, parce que de toute façon, le champ électromagnétique, donc champ électrique, champ magnétique et le courant ne vont pas pénétrer au-delà de cette profondeur-là. C'est ce qu'on appelle également la profondeur de peau, et c'est ce qui explique d'ailleurs l'augmentation de la résistance des conducteurs lorsqu'on monte en fréquence. Donc ça, c'était l'exemple qui concerne l'effet de peau. On va maintenant attaquer le dernier exemple qui concerne ce que j'ai appelé l'équilibrage de tension aux bornes de condensateur. Donc l'idée de cet exemple-là est d'essayer de regarder un montage assez simple qui est constitué de deux condensateurs. On va supposer que les condensateurs sont identiques. L'état initial est caractérisé par le condensateur Q1 chargé, premier condensateur chargé, deuxième condensateur ne contient pas de charge, et on a
un commutateur appelé K qui est ouvert en position initiale. Donc, on a une relation évidemment entre la quantité de charge et la tension, donc aux bornes de ce premier condensateur. Et on peut calculer à partir de la quantité de charge et la tension, l'énergie initiale que nous avons dans le dispositif. Alors, je répète simplement le même schéma que tout à l'heure. Donc, pour calculer l'énergie, alors l'énergie initiale serait l'énergie emmagasinée dans ce premier condensateur, plus l'énergie emmagasinée dans ce deuxième condensateur. C'est ce qu'on a appelé W01 et W02. Ben, on a vu tout à l'heure que l'énergie d'un condensateur, c'était C fois la tension au carré divisé par 2. Donc, on va avoir C fois V10 carré plus C sur 2 V0 carré. Et comme ce terme-là est nul, donc il va nous rester C sur 2 multiplié par V10 carré. Donc, l'énergie totale, Q0 carré sur 2C, si on remplace, enfin si on utilise la relation Q égale CV. Bien, nous allons maintenant imaginer qu'on a fermé l'interrupteur et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va arriver à un état d'équilibre qui serait caractérisé par une charge Q1 ici, une charge Q2 ici. Alors, s'il s'agit des mêmes condensateurs, on comprend tout de suite qu'on va avoir la même charge ici, la même tension que pour le deuxième condensateur, c'est-à-dire Q2 et V2. Donc, on va faire le même calcul. Hein. Donc là, on va avoir la quantité, la tension identique sur les deux condensateurs, la charge identique sur les deux condensateurs, sauf qu'on sait que c'est relié au coefficient de capacité C par la relation C fois V. Ensuite, nous allons calculer l'énergie associée à ça, c'est ce qu'on a appelé l'énergie finale. Donc, on a une répartition de charges, eh bien, les charges vont se répartir par moitié, par égalité, puisqu'il s'agit des condensateurs qui sont exactement identiques, donc Q0 sur 2. La tension, ben, par voie de conséquence, serait Q0 sur 2C. Et puis, je vais simplement ajouter l'énergie du premier condensateur, plus l'énergie du deuxième condensateur, à l'état final. Donc, si on fait tout ce calcul-là, en prenant les relations qu'on a ici, on trouve qu'on a une énergie qui fait 1/4 de Q0 carré sur C. Alors, si on fait un comparatif maintenant entre les énergies finales et les énergies initiales, ben on va se rendre compte que l'énergie initiale est égale à Q0 carré sur 2C et que l'énergie finale est égale à Q0 sur 4C. C'est-à-dire, eh bien, qu'on a une énergie finale qui est la moitié de l'énergie initiale. Alors, la question qu'on peut se poser, mais où est partie cette énergie-là? Eh bien, il y a une énergie qui a été consommée et cette énergie, ben, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on va revenir à un circuit plus réel cette fois-ci. Tout à l'heure, j'ai fait une grosse hypothèse. Au départ, je vous ai dit que je suis passé de l'état initial à l'état final, mais je n'ai pas dit comment. Donc, en réalité, on ne passe pas n'importe comment. Il faut quand même faire une opération qu'on peut représenter ici par, eh bien, on va ajouter une résistance dans le circuit et on va, lorsqu'on va fermer le commutateur ici, eh bien, il va y avoir un courant qui va circuler et c'est ce courant-là qui va charger ce condensateur. Donc, c'est l'opération qui consiste à ajouter une résistance et cette résistance va prendre en compte le comportement réel du circuit, c'est-à-dire la présence d'une résistance électrique. On va essayer de mettre tout ça en équation pour quantifier ce qui se passe. Donc, je pars d'un système où j'ai un condensateur chargé avec une charge Q1 et un condensateur non chargé à l'état initial. Donc là, j'ai une tension à l'état initial, là, j'ai pas de tension et je ferme l'interrupteur. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je ferme l'interrupteur? Eh bien, je vais créer un courant. Ce courant, eh bien, on sait que la relation entre le courant et la tension aux bornes d'une capacité, c'est du type C dV sur dt égale moins I. Donc, le courant qui va circuler comme ceci, il est relié à la tension V1 par cette relation-là. Ce même courant, puisque tous ces éléments en série, on va le trouver dans la deuxième capacité que nous avons ici. Et on va générer aux bornes de la résistance une différence de potentiel qui serait V1 moins V2. Et évidemment, la différence de potentiel serait directement égale, par la loi d'Ohm,
VR égale RI. Donc voici les équations de base. Donc on va essayer maintenant de trouver le moyen pour résoudre ce système-là. Donc il suffit simplement d'éliminer des équations précédentes et de ne maintenir que la tension V1. Donc là, c'est le choix qu'on a fait, mais on aurait pu faire un choix pour maintenir que le courant ou pour maintenir que la tension V2. On aurait de toute façon obtenu le même résultat. Donc on fait cette opération-là. Donc on obtient cette équation-là, qui est une équation différentielle, bien entendu, mais avec des conditions initiales, qui sont la tension V1, c'est-à-dire la tension aux bornes du premier condensateur à l'instant t égale 0, est égale à la tension de départ que nous avons appelée V10, et évidemment, elle est reliée au coefficient de capacité C et à la charge initiale par la quantité Q0. Le courant initial, donc juste à l'instant T0, c'est-à-dire que lorsqu'on ferme l'interrupteur, eh bien on comprend tout de suite que c'est la valeur du potentiel V1, c'est-à-dire le V10 que vous avez ici, moins V2, c'est-à-dire 0, divisé par R. Or, V10, nous avons vu qu'il est égal à Q0 sur C, c'est-à-dire que le courant initial est égal à Q0 sur la quantité RC. Donc, on continue notre résolution. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, la forme générale de l'équation différentielle de tout à l'heure, la solution générale s'écrit V1 de t multiplié par V10 sur 2, multiplié par 1, plus exponentielle moins t sur RC. La quantité RC, c'est ce qu'on appelle la constante de temps dans ce type de circuit. Quant au courant, le courant, on sait que c'est égal à moins C dV sur dt, c'est-à-dire que si j'ai calculé la tension ici, eh bien, je trouve la valeur du courant de manière simple en dérivant simplement la relation que vous avez ici, et on va trouver V10 sur R multiplié par exponentielle moins 2t sur RC. Donc on voit tout de suite qu'on retrouve que ces deux équations satisfont la condition initiale ou les valeurs initiales pour la tension. On voit bien que lorsqu'on met t égale 0, eh bien on va obtenir V1 de t égale V10. Et lorsqu'on met t égale 0 dans cette équation-là aussi, eh bien on obtient que le courant est égal à V0 sur R, donc qui est la tension initiale. Bien, si je calcule la tension V2 cette fois-ci aux bornes du deuxième condensateur, eh bien on trouve que c'est la différence entre V1 et RI de t, ça donne cette expression-là. Alors tout ça veut dire que eh bien, le courant, enfin la tension ne va pas passer brutalement de 0 à V2 sur le deuxième condensateur. Au contraire, elle va suivre une variation qui est du type exponentiel, on le voit tout de suite ici. Si on met à l'instant t égale 0, eh bien la tension V est nulle. Par contre, dès que t est différent de 0, eh bien ça va commencer à monter jusqu'à arriver, lorsqu'on tend vers l'infini, ce terme-là, c'est-à-dire on attend un temps suffisamment lent, c'est ça que ça veut dire, eh bien on voit tout de suite que ce terme-là va tendre vers 0 et on va obtenir une tension finale qui est V1 0 sur 2, c'est-à-dire exactement la même tension que nous avons déterminée dans le calcul précédent. Alors évidemment, s'il y a une résistance, il y a des pertes. Alors on peut calculer la tension à bord de la résistance. À partir de la tension, donc on peut estimer la puissance qui est perdue dans cette résistance. On sait que la puissance, c'est du type V carré sur R. Donc la puissance instantanée est égale à V carré sur R, est égale à V1 0 carré sur R multiplié par exponentielle moins 4TC. Ce terme-là, c'est le terme qui est ici élevé au carré. Pour calculer la puissance consommée ou l'énergie consommée dans ce système-là, eh bien, il faut réaliser l'opération entre l'instant t égale 0 et t infini, c'est-à-dire la somme sur toutes les puissances instantanées. Et donc, si on fait ce calcul-là, on trouve l'expression qui est donnée ici, donc avec les valeurs aux bornes entre t égale 0 et t infini. Lorsqu'on applique tout ça, eh on se rend compte que l'énergie consommée dans la résistance est égale à 1,5 W0T carré. C'est-à-dire que c'est exactement la même quantité d'énergie qui nous manquait tout à l'heure, puisque nous avons vu qu'à partir de l'énergie initiale, nous n'avons récupéré que la moitié de cette énergie-là dans le condensateur numéro 2. Or, ici, on voit tout de suite que dans la résistance que nous avons ajoutée et qui est réelle dans le circuit, eh bien, l'autre moitié de la puissance a été consommée
dans cette résistance-là. Donc c'était quelques exemples que nous avons vus en ce qui concerne une application directe des concepts et des lois que nous avons développés dans le cours d'électromagnétisme. Ce qui est important également de retenir, c'est que dans toutes les parties de ce cours-là, bien que ce n'était pas toujours explicitement indiqué, en réalité, nous utilisons un modèle physique qui est les équations de Maxwell, qui sont un ensemble d'équations qui régissent tous les problèmes et toutes les situations de l'électromagnétisme. Alors, il s'agit de 4 équations. Donc, la première, rotationnelle de E égale moins dB sur dt. La deuxième, divergence de E égale ρ sur epsilon 0. La troisième, divergence de B égale 0. Et la quatrième, rotationnelle de B égale la somme de tous les courants. C'est ce qu'on a appelé les courants de conduction plus les courants de déplacement. Alors, en réalité, chacune des parties du cours que nous venons de voir était associée à une de ces équations, ou quelques-unes de ces équations. Par exemple, lorsqu'on prend le terme divergence de E est égal ρ sur epsilon 0, eh bien ce terme-là n'est autre que le théorème de Gauss en réalité, et l'électrostatique a été, j'allais dire, déduite, les lois que nous avons utilisées, déduites à partir de cette relation-là. La relation en ce qui concerne les problèmes d'induction, donc la création de tension à partir de variations de flux, sont clairement résumées dans cette relation-là. Rotationnelle de E égale moins dB sur dt. Divergence de B égale 0, c'est la loi du flux conservatif pour le champ magnétique, qui dit qu'il n'y a pas de charge magnétique dans la nature. Et enfin, la dernière relation, c'est la loi qui donne le théorème d'Ampère ou la loi d'Ampère qui permettent de dire qu'à partir de la circulation d'un courant électrique, eh bien, on a la création d'un champ magnétique. Voilà, donc c'était la conclusion de ce cours-là qui concerne l'électromagnétisme. Donc vous verrez et dans d'autres cours d'autres applications des équations de Maxwell. Et donc le point sur lequel je voudrais conclure cette leçon-là, tout ce que nous avons fait dans le cadre de ce cours-là, c'était une application des équations de Maxwell dans certaines situations avec un certain nombre d'approximations pour nous permettre d'étudier des solutions pratiques. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours.